Je suis désolé, Mark. Nous avons besoin de ton aide. Que penses-tu de la guerre? Ne laissez personne en vie. Le calme était un mensonge, et il est sur le point de se briser. Dans la 4e saison d'Invincible, le sang ne tache plus seulement les mains, il commence à ronger l'âme. Mark Grayson pense avoir vu le pire, mais le véritable cauchemar ne fait que commencer. Des ennemis plus cruels, des choix impossibles, et un destin qui le pousse dangereusement près de devenir ce qu'il avait juré de détruire. L'héritage d'Omniman n'est pas que le pouvoir, c'est une ombre qui dévore tout. Avant de continuer, merci aux membres du club Elite en Minutos qui rendent ce contenu possible. Tu veux en faire partie? Clique sur rejoindre et entre dans l'élite. Allons-y! L'épisode 1, intitulé Faire du monde un endroit meilleur, commence avec Mark Grayson qui se réveille que dans l'immensité de l'espace après un combat épuisant. Pendant ce temps, sur Terre, les héros s'occupent de leurs responsabilités sous la surveillance constante de Cecil et Donald. En rentrant chez lui, Mark cherche un moment de normalité en prenant une douche et en se préparant un délicieux repas, qu'il n'a même pas le temps de goûter à cause des exigences de son devoir. Un message urgent l'interrompt, l'obligeant à enfiler immédiatement son costume de super-héros. Avant de partir, Mark entre dans la chambre d'Oliver pour l'informer qu'on a repéré Furnace, au centre-ville, et qu'ils doivent l'arrêter, avant qu'il ne provoque un incendie criminel. Cependant, Oliver répond d'un ton agacé, en argumentant qu'il vient tout juste de rentrer de ses propres missions. Mark, agacé, lui rappelle qu'il est lui aussi épuisé, mais Oliver insiste pour dire que d'autres peuvent s'en charger. Devant l'apathie de son frère, Mark lui prend le jeu vidéo et lui rappelle qu'il le suppliait de se battre avec lui il y a quelques mois. Oliver réplique avec cynisme qu'il y aura toujours un autre méchant, et que ce n'est pas uniquement sa responsabilité. Mark tente de le raisonner, évoquant le manque de héros, jusqu'à ce que Debbie intervienne pour calmer la situation. Finalement, face au refus d'Oliver, Mark décide d'affronter Furnace seul. Debbie, seule avec Mark, lui avoue qu'Oliver aide tous les jours et qu'ils se mettent tous les deux trop de pression. Avec inquiétude, elle lui suggère de se reposer au moins une nuit. Cependant, Mark répond qu'elle ne comprend pas comment les gens le perçoivent, donc il ne peut ni se permettre d'être fatigué ni de s'arrêter. Tu ne sais pas comment les gens me voient? Alors je ne peux pas me fatiguer, ni me reposer. Je dois être... Pendant ce temps, Cecil retrouve les anciens gardiens du globe, dissous après la mort de Rex Splode. Il lui rappelle que leur départ avait de bonnes raisons, mais Cecil insiste pour qu'ils reviennent. Non seulement parce qu'ensemble ils sont plus efficaces, mais aussi pour montrer au monde que malgré tout, les gardiens continuent de se battre pour protéger l'humanité. Parmi eux se trouve Rex, auparavant connu sous le nom de Robot, Monster Girl, Bulletproof, Shapesmith, Brit et Black Samson, bien qu'ils se montrent réticents au début. Ils finissent par accepter, mais ils réclament une forte hausse et préviennent qu'à la moindre irrégularité, ils partiront. Ceux-ci les informent qu'ils seront réintégrés et que Brit restera le chef. Rex demande à assumer ce rôle, mais Cecil refuse, lui rappelant que son absence a eu des conséquences. Il laisse tout de même la porte ouverte à une éventuelle réévaluation s'il parvient à regagner sa confiance. Tu t'es éloigné des gardiens? Cela a des conséquences. Gagne à nouveau ma confiance et peut-être que nous pourrons parler. D'un autre côté, Mark arrive en ville pour aider et demande à des ouvriers s'ils ont demandé Invincible, mais ils le nient. Soudain, une voix lui dit que ce n'est pas eux qui l'ont appelé, mais que c'est lui-même. La présence le remercie. Sa guerre, malgré de nombreux morts, n'était pas une tragédie mais une opportunité. Il explique que sa planète était surpeuplée, proche de l'effondrement, et que Mark lui a offert ce que personne d'autre n'a pu. Une possibilité de survivre avec moins de bouches à nourrir et un avenir plus viable. Néanmoins, il ajoute que tout aurait été bien si la situation était restée ainsi. Sachant que Mark tentera de réparer ses erreurs et de restaurer ce qui a été perdu, il conclut qu'il doit mourir. Alors, il est révélé que la voix appartient à Dinosaurus, une créature hybride imposante, entre un tyrannosaure rex et un humain, qui se lance à l'attaque sans hésiter. Pendant le combat, Dinosaurus détruit le bras robotique de Mark. À ce moment-là, Mark découvre que son corps est déjà complètement guéri et contre-attaque avec force. Malgré cela, son rival répond avec brutalité, le projetant au loin, et lui lançant un énorme rocher que Mark détruit en plein vol. Le combat continue jusqu'à ce que Mark porte un coup qui projette Dinosaurus contre un immeuble. Soudain, la créature disparaît, et à sa place apparaît un homme nu, suppliant entre la culpabilité et le désespoir. Il affirme qu'il n'est pas responsable, que Dinosaurus prend le contrôle et commet des atrocités, voire des meurtres. Mark, dominé par la colère, le saisit à la gorge pour l'étrangler. Mais à cet instant, les gardiens arrivent et l'arrêtent, emmenant le méchant.
Mark reste en arrière, agité et confus, essayant de comprendre la nouvelle et incontrôlable rage qui grandit en lui. Ce n'était pas ma faute, s'il vous plaît. Il me contrôle. Il me contrôle. Invincible. Plus tard, Mark arrive chez Eve et découvre qu'elle dirige toujours Invincible Inc., ce qui le dérange encore. Il lui avoue qu'il trouve étrange d'accepter de l'argent, même si elle précise que c'est une organisation à but non lucratif. Eve remarque un problème et demande « Que se passe-t-il ?» Mark minimise, disant qu'il a seulement eu une journée étrange. Elle l'embrasse, et avec un sourire, le prévient que tout est sur le point de devenir encore plus étrange. Plus tard, ils dînent avec la famille d'Eve, suscitant plusieurs remarques passives-agressives de son père. Au milieu de la conversation, celui-ci souligne la force d'Eve. Mais il rappelle à Mark que les fois où elle a frôlé la mort ont été, selon lui, la conséquence de ses actions. Après le dîner, le père d'Eve l'invite dans le jardin et lui propose un cigare, essayant d'aplanir les différends. Il loue Eve et lui assure qu'elle restera toujours sa petite fille, ce que Mark comprendra en ayant des enfants. Ensuite, il lui demande s'il tient vraiment à elle, et Mark répond que c'est plus qu'il ne le pense. L'homme admet qu'il n'aime pas que sa fille vive dans ce monde. Bien qu'il reconnaisse sa grande force, elle a toujours affronté le danger et s'en est sortie. Il pense même qu'elle tient cette ténacité de lui jusqu'à présent. Mark, confus, lui demande de s'expliquer. Alors il lui rappelle l'avoir vue à l'hôpital avec le corps brisé et dans le coma. Tout cela à cause de l'un des alliés de Mark. Il ajoute amèrement qu'elle n'était même pas remise quand elle a encore risqué sa vie pour sauver Mark, juste pour qu'un autre fou la détruise. Mark essaie de se défendre en disant que ce n'était pas sa faute. Cependant, le père d'Eve répond que, peut-être, mais que les 2 fois où elle a failli mourir sont liées à lui. Il conclut durement que, s'il tient vraiment à elle, il devrait reconsidérer sa place dans sa vie. Les 2 fois où Samantha a failli mourir, tu en as été responsable. Si tu tiens vraiment à elle, tu devrais y réfléchir. Pendant ce temps, dans la cuisine, Betsy demande à Eve si Mark est vraiment amoureux d'elle. Eve répond qu'elle l'espère, sinon ce serait une erreur. Betsy lui répond que ce n'est pas juste de penser cela, mais qu'elle est heureuse pour elle, car tout le monde ne trouve pas quelqu'un de spécial. Elle ajoute avec résignation que parfois, il suffit de quelqu'un de pas totalement mauvais. Elle mentionne qu'Adam est un bon soutien de famille, et un bon mari, même s'il a des défauts. Et elle la prévient qu'elle verra bien comment ça se passera avec Mark, insinuant qu'il n'est peut-être pas le compagnon qu'elle imagine. À ce moment-là, Adam les appelle pour regarder la télévision et Betsy s'en va. Peu après, Mark arrive. Eve lui rappelle qu'il n'aurait pas dû venir et qu'ils peuvent partir s'il veut. Voyant son expression, elle lui demande si son père a été dur. Mark nie et raconte ce qui s'est passé. Un dinosaure parlant l'a attaqué et a affirmé que les morts causées par d'autres versions de Mark étaient justifiées. Il a même affirmé que davantage de gens devraient mourir car l'humanité détruit la planète. Ensuite, il est devenu un homme ordinaire, confus, avant que les gardiens n'arrivent et ne l'emmènent. Eve lui demande s'il a pensé à le tuer. Mark hésite, mais admet qu'il ne sait pas et que, en partie, Adam a raison. Il ne veut pas que d'autres soient blessés à cause de lui. Eve le contredit, affirmant que son père a tort. Pour détendre l'atmosphère, Eve essaie de faire du café. Mais ils sont tous les deux d'accord pour dire qu'il a mauvais goût. En partant, la tasse reste dans l'évier et commence à fondre. Ensuite, nous voyons 2 ouvriers du bâtiment dans les égouts commenter l'étrange absence de rats. Soudain, ils sont attaqués par des créatures. Il est révélé que l'armée des Sekids s'est organisée en secret et, sans avertissement, émerge pour prendre rapidement le contrôle de la ville. En parallèle, une extraterrestre nommée Universa arrive sur Terre et commence à drainer l'électricité d'une banlieue de Chicago. Avec un bâton mystérieux, elle localise la source principale et s'apprête à l'exploiter, plongeant tout dans l'obscurité. Le lendemain matin, Mark va voir Olivier, qui prépare le petit déjeuner, et s'excuse pour la veille, admettant qu'il a été absent. Il demande ensuite des nouvelles de sa mère, ce qui fait qu'Olivier se moque de son absence à la maison. Ensuite, on voit Debbie avec Paul. Elle lui suggère de retourner au lit, mais il dit qu'il aime commencer tôt. Debbie lui demande de rester pour le petit déjeuner. Paul hésite, pensant que les enfants ne devraient pas le voir partir, mais elle le rassure en disant qu'ils trouveront cela normal. Paul descend prudemment. Les enfants le saluent, et Olivier lui demande, sans détour, « Pourquoi tu agis si bizarrement ?» Mark intervient pour assurer que sa présence ne les dérange pas. À ce moment-là, Eve entre précipitamment et dit à Mark qu'Invincible Inc. a reçu une alerte. Quelqu'un attaque, ils doivent partir immédiatement. Olivier veut les accompagner, mais Debbie lui rappelle qu'il a déjà d'autres projets. Ensuite, on voit Universa dans la centrale, forçant les travailleurs à augmenter la puissance au maximum. L'un tente d'expliquer que ça ne marche pas ainsi, mais elle insiste en criant. Elle affirme qu'ils ont tellement d'énergie qu'on peut la sentir à des années-lumière. Le travailleur affirme alimenter une grande partie de la côte, mais Universa, impatiente, décide de le faire elle-même. En parallèle,
le plan dont parlaient Oliver et Debbie est révélé. L'obtenir pour Oliver. Un nouveau costume conçu par Art Rosenbaum. Art lui présente l'uniforme qui arbore à nouveau le symbole emblématique d'Omni-Man. Cependant, Oliver refuse d'y renoncer, affirmant que, même s'il appartenait à son père, il l'a désormais amplement mérité. Debbie se rappelle la première fois où elle a acheté un costume pour Nolan, qui refusait de s'habiller en clown, avant qu'elle ne lui explique que cette image le rapprochait et inspirait confiance aux gens. Finalement, Debbie accède au souhait d'Oliver de conserver le symbole, reconnaissant qu'il a désormais la maturité suffisante pour choisir aussi bien ses combats que l'identité qu'il souhaite projeter. D'un autre côté, Cecil et Donald continuent de tout superviser depuis la GDA, et ils comprennent vite ce qui se passe à la centrale électrique. Cependant, ils détectent une menace encore plus urgente, l'armée Sequid qui a émergé des égouts. Face à cette situation, les gardiens sont immédiatement déployés pour contenir l'invasion. Britt leur informe que la GDA a développé une technologie capable d'encapsuler les Sequid à l'aide d'un dôme de confinement. Néanmoins, il sera nécessaire que les gardiens extraient manuellement les parasites des têtes des personnes affectées, en utilisant un bracelet hypersonique. En plus d'utiliser des fléchettes de téléportation pour évacuer les victimes de la zone à risque. Pendant ce temps, Mark et Eve arrivent à la centrale électrique et affrontent Aniversa, qui montre une obsession presque maladive pour l'énergie. Pendant le combat, elle leur révèle que sa planète meurt à cause du manque d'énergie. Mais ces paroles n'arrêtent pas la confrontation. À mesure que la bataille s'intensifie, les pouvoirs d'Eve commencent à s'affaiblir, provoquant la désintégration de ses constructions, comme cela s'est produit précédemment dans l'évier. Cependant, profitant d'une distraction provoquée par Mark, Eve parvient à s'approcher suffisamment, et d'un coup précis, met Universa hors de combat. Pendant ce temps, le plan des gardiens fonctionne parfaitement au début. Cependant, le nombre écrasant d'ennemis commence bientôt à les submerger à l'intérieur du dôme de confinement. Face à cette situation, Britt contacte Cecil et l'avertit qu'ils auront immédiatement besoin de renforts. D'un autre côté, lorsque Mark reprend connaissance, il demande à Eve comment elle a réussi à vaincre Universa. Elle lui explique qu'au moment où le bâton est tombé au sol, Universa a également perdu connaissance. Elle soupçonne donc que tous ses pouvoirs proviennent de cet objet. Ensuite, Mark lui demande « Que se passe-t-il avec ses capacités ?» Eve, inquiète, remarque que tout ce qu'elle crée commence à fondre, sans pouvoir expliquer la cause de ce phénomène. À ce moment, Cecil arrive et leur annonce qu'ils ont urgemment besoin d'aide. Mark répond qu'ils ne peuvent pas intervenir car les pouvoirs d'Eve ne fonctionnent pas correctement. Cependant, Cecil insiste et demande à Mark d'y aller seul, en rappelant que les Sequid vont envahir le monde en quelques minutes. Parallèlement, Paul retrouve Debbie dans son bureau pour s'excuser de son attitude de ce matin. Il lui dit qu'il sait déjà que les garçons acceptent qu'ils dorment chez elle. Debbie lui répond que ses enfants comprennent qu'il la rend heureuse, et que cela, à son tour, les rend heureux eux aussi. Paul va plus loin et propose d'emménager ensemble, arguant que s'ils sont heureux à passer du temps, ils pourraient l'être tous les jours. Il lui dit qu'elle peut prendre le temps nécessaire pour décider. Debbie accepte, bien qu'elle reçoive alors une alerte sur la bataille contre les Sequid. Mark arrive sur le lieu du conflit et commence à participer à l'évacuation, transportant les survivants avec les gardiens. Pendant ce temps, Rex désobéit aux ordres de Britt en détectant des signes de vie dans les égouts. Là, il parvient à sauver une femme, bien qu'il soit momentanément mis à terre avant cela. Il reprend connaissance juste à temps, avant d'être capturé par les créatures, et parvient à sauver 2 autres personnes. Finalement, il se tire dessus avec une fléchette de téléportation pour éviter d'être encerclé. Ensemble, les gardiens et Mark parviennent à sauver presque toutes les personnes touchées, à une seule exception près, le dernier infecté restant. L'astronaute russe, patient zéro de toute la crise et responsable d'avoir ramené les Sequid sur Terre. La coupole de confinement est sur le point de s'effondrer, avec seulement 4% de capacité restante. Mark attend l'arrivée du disrupteur, tandis que Bulletproof fait tout son possible pour le livrer à temps. Cependant, les secondes s'épuisent. Face à l'imminence du désastre, Mark est obligé de prendre une décision dévastatrice, éliminer Russe. Pardonne-moi. Plus tard, nous voyons Cecil boire, jusqu'à ce que Donald vienne lui annoncer une nouvelle alarmante. Conquest s'est échappé de sa détention. Ensuite, nous voyons sa silhouette s'élever vers l'espace, en direction de Viltrum, tandis que Cecil et Donald observent. La narration continue alors que nous voyons un astéroïde colossal s'approcher rapidement de la planète Viltrum. Une fois que le rocher franchit l'atmosphère et commence son entrée,
La chaleur intense consume la surface rocheuse, jusqu'à révéler un dispositif caché à l'intérieur. Une sorte de missile avancé qui, en pleine descente, se fragmente en dizaines de projectiles individuels. Chacun de ces engins s'enfonce profondément dans le sol ferme, libérant immédiatement un gaz vert dense qui commence à se répandre à la surface. Simultanément, les Viltrumites déploient leur domination implacable, utilisant une main-d'œuvre esclave pour faire avancer leurs ambitieux objectifs expansionnistes. Là-bas, tout travailleur qui n'est pas à la hauteur des exigences physiques subit une exécution immédiate. Non loin de ce lieu d'oppression, Nolan instruit un groupe d'enfants devant l'imposante statue de l'empereur Argal, le seul individu jugé digne d'un tel honneur. Dans leur culture, les enfants répondent à ces questions avec une sagesse imposée. Mais lorsqu'une fillette hésite et semble prête à se tromper, Nolan pose sa main sur la tête de l'enfant, prêt à lui écraser le crâne. Si la réponse s'avère incorrecte, on leur inculque le dogme selon lequel l'univers leur appartient par la loi du plus fort. Avec cet avertissement, la leçon se termine. Demain, pendant le cours de combat, les deux plus faibles mourront. À peine les enfants quittent-ils les lieux, deux puissants guerriers Viltrumites apparaissent soudainement pour attaquer Nolan avec une férocité implacable. Chaque coup violent que le jeune reçoit agit comme un rappel brutal qu'il n'est pas encore prêt pour les défis à venir. Dans un mouvement coordonné, il l'attrape par le cou et le maîtrise facilement. C'est à cet instant précis qu'une vérité troublante est révélée. Les assaillants sont ses propres parents, qui effectuent une dernière épreuve avant qu'il ne soit officiellement considéré comme un adulte. C'est la méthode cruelle que les Viltrumites utilisent pour gérer leur lignée. Si tu ne prouves pas ta force, tu n'es pas digne de leur lignée et tes parents te suppriment eux-mêmes. Bien que son père lui accorde une approbation froide pour sa résistance aux coups, sa mère poursuit l'agression de manière violente et démesurée. Elle ne se retire avec mépris que lorsque son mari l'arrête, lançant une dernière sentence, espérant ne jamais avoir à les revoir. Blessé et ensanglanté, Nolan arrive à la station centrale pour recevoir son uniforme d'adulte. Cependant, alors que le général expose les missions de son avenir, deux de ses frères meurent soudain en vomissant beaucoup de sang. Quelques secondes après, l'alarme de pathogènes inconnus retentit et des centaines de cadets s'effondrent dans l'académie. Quelques heures plus tard, l'agent pathogène est officiellement classé comme virus du fléau. Les hauts gradés Viltrumites comprennent avec précision comment il s'est infiltré sur la planète et étudient la trajectoire de son origine, pour identifier les responsables. Devant la crise, le grand régent impose une quarantaine mondiale, ainsi que l'exécution immédiate de tout être qui n'est pas de sang Viltrumite. L'Empire ne peut pas se permettre que la nouvelle de l'existence d'un virus mortel pour son espèce se répande dans la galaxie, car cela révélerait une vulnérabilité inacceptable. Au fil du temps, de plus en plus de citoyens meurent de façon horrifiante, tandis que les esclaves qui servaient auparavant de main-d'œuvre sont massacrés pour garantir le secret absolu. Des montagnes colossales de cadavres s'entassent dans les villes. Pendant que les scientifiques travaillent désespérément sur un remède qui n'arrive jamais, Nolan est transféré à l'infirmerie, où sa survie est incertaine, mais son agonie est constante. Après des jours de lutte pour sa survie, le jeune homme est le seul à sortir de l'infirmerie en marchant. Et il se retrouve face à une capitale dévastée et presque déserte. Tout en se chargeant de la lourde tâche d'éliminer les corps de ses frères défunts, Nolan tombe soudainement sur le cadavre de son père. Après que les rares Viltrumites ayant survécu au virus aient réussi à se regrouper, le rapport final révèle une réalité dévastatrice. Tous ont perdu une grande partie de leur force, de leur endurance et de leur capacité de régénération. Le pathogène ne tue pas seulement ses hôtes, il affaiblit profondément les survivants. Près de 99% de la population totale a péri. À la fin de ce récit, nous découvrons que c'est Nolan qui raconte son passé à son compagnon de cellule. Conformément à sa mission, pour rétablir sa lignée, il devait localiser des espèces génétiquement compatibles avec l'ADN Viltrumite, afin de se reproduire avec elles, et assurer la continuité de leur lignée. Allen ne peut s'empêcher de rire en pensant que le dernier héritage des Viltrumites consiste à s'accoupler avec toute la galaxie. Mais c'est la seule façon de reconstruire leur monde. C'est pour cette raison que Nolan a essayé de prendre le contrôle de la Terre. Les humains représentent l'espoir que les Viltrumites redeviennent la race hégémonique d'autrefois. Quelques minutes plus tard, le vaisseau arrive sur Thalescrea, où Allen lui présente sa femme. Cependant, dès qu'elle voit un Viltrumite chez elle, elle lui tire immédiatement dessus avec un rayon laser. Finalement, Allen conduit Nolan devant son chef, Taedus, qui est profondément choqué, en apprenant qu'il ne reste plus que 50 Viltrumites dans toute la galaxie. À cet instant, Taedus se présente en révélant son véritable nom Viltrumite. Dans son monde d'origine, il est connu comme le traître.
Il a été la première personne à oser défier les ordres directs d'Argal avant de s'enfuir en exil. Allen montre à son chef une liste détaillée d'armes et de pistes stratégiques, qui pourraient être la clé pour vaincre les 50 Viltrumites restants. Pour éviter d'éveiller le moindre soupçon, l'équipe utilise un vaisseau délabré que personne ne soupçonnerait, qui transporte le dernier espoir de la galaxie. Une fois qu'ils arrivent à la première destination de leur liste, Nolan informe que leur objectif est de recruter Space Racer, un ancien et puissant ennemi, qui pourrait maintenant devenir leur allié le plus précieux. Cependant, le guerrier n'est pas du tout ravi de les voir. 100 ans se sont écoulés depuis que Nolan l'a enterré vivant sous une colossale montagne de roches, et sa fureur éclate en voyant le retour de son ravisseur. La bataille commence immédiatement. Chaque tir du fusil de Space Racer est capable de pulvériser instantanément tout ce qu'il touche. Des astéroïdes entiers se vaporisent au contact d'une simple fraction du rayon d'énergie. Avec sa moto récupérée, Space Racer est une cible presque impossible à atteindre, forçant Allen à intervenir avec des mots. Il explique que Nolan n'est plus un assassin vil, mais qu'il essaie de se racheter en aidant à vaincre sa propre race. À l'emplacement suivant, l'équipe visite Senlac, foyer d'une espèce de scarabée unique, qui possèdent un composé spécial dans leur carapace. Cette substance a la propriété d'affaiblir la résistance physique des Viltrumites, les rendant vulnérables aux blessures graves. Le plan est de capturer des spécimens pour extraire le composant, et créer des fléchettes expérimentales annulant l'invulnérabilité de leurs ennemis. Pour réussir, Allen doit transporter certains de ces insectes, se retrouvant couverts de leur bave visqueuse et dégoûtante. Sur le trajet de retour au vaisseau, la prochaine étape de son itinéraire est le monde de Battle Beast. Ils apprennent cependant que le légendaire guerrier est parti depuis longtemps chercher un adversaire à sa hauteur. S'ils le localisent, ils devront d'abord le vaincre pour gagner son respect et assurer sa loyauté. Alors qu'ils poursuivent leur quête, ils atterrissent sur la planète des Ragnar, la seule espèce connue capable de dévorer des Viltrumites. La seule façon dont l'Empire a réussi à les contenir a été de geler leur monde entier, mais maintenant, l'équipe doit inverser le processus pour les recruter. Le problème apparaît quand le capitaine imprudent détruit le disque protecteur au lieu de réchauffer progressivement la planète. Ils doivent maintenant évacuer les Ragnar vers le vaisseau avant la fonte totale des glaces, sous peine de massacre inévitable, en raison de la forte gravité de la planète. Il est extrêmement difficile pour Nolan et Allen de se déplacer avec agilité. C'est précisément la raison fondamentale pour laquelle les Ragnar possèdent une puissance physique aussi écrasante. Plus la gravité d'un monde est élevée, plus ses habitants natifs deviennent résistants et forts. Nolan tente de soulever l'un de ces spécimens, encore prisonnier d'un bloc de glace. Mais la fonte des glaces s'accélère et la créature colossale se libère soudainement, lançant une attaque d'une force dévastatrice. L'impact de la chute depuis les hauteurs est si violent qu'il fracasse complètement un iceberg à proximité, où des centaines d'individus de la même espèce étaient en hibernation. Allen traverse aussi de graves difficultés. L'un des Ragnar manque de lui dévorer le visage pendant un moment d'inattention. Heureusement, Nolan intervient juste à temps pour l'aider. En travaillant en équipe, ils parviennent à peine à maîtriser une seule des créatures, mais ils sont conscients que dans quelques secondes, des centaines d'entre elles vont se ruer sur leur position, étant donné que la gravité les empêche de voler à grande vitesse pour se mettre en sécurité. Les Ragnar parviennent à sauter suffisamment haut pour les intercepter en plein vol, incapables de s'échapper par leurs propres moyens, et à quelques instants seulement avant que toute l'armée ne se réveille de sa léthargie glacée. Ils comptent sur le vaisseau, sinon ils mourront tous les deux. Le glacier tout entier commence à se fissurer sous leurs pieds. De plus en plus de créatures émergent des profondeurs, infligeant de graves blessures à Nolan, qui n'a pas la force de les vaincre dans un tel environnement. À ce moment critique, le vaisseau se place stratégiquement sur la trajectoire du Soleil, bloquant complètement la lumière solaire, ce qui déclenche un nouveau processus de congélation immédiate de la planète. Cette manœuvre leur laisse assez de temps pour fuir les lieux et capturer quelques Ragnar qu'ils pourront utiliser comme atout à l'avenir. Après leur premier voyage de recrutement, les protagonistes reviennent avec des nouvelles encourageantes. Leurs priorités sont désormais de retrouver Battle Beast et une personne appelée Tech Jacket, qui apparemment possède une force considérable, et il représenterait un atout précieux pour la cause. Tidus se montre satisfait des résultats obtenus, même s'il garde encore des réserves quant à la loyauté de Nolan. Il connaît ses propres raisons d'avoir trahi sa race. Ignorant les motivations du guerrier, il demande donc une conversation privée. Lors de la rencontre, Nolan admet que, bien que le recrutement progresse, cela ne suffira pas pour vaincre 50 Viltrumites. C'est alors que le vieux chef lui demande non seulement de se consacrer à la cause, mais aussi de recruter son fils. Ces deux éléments sont essentiels, tant par leur puissance que par ce qu'elles symbolisent, le début d'une ère nouvelle pour les Viltrumites.
loin de la méchanceté et de l'héritage sanglant qu'ils ont laissé. Nolan refuse catégoriquement d'impliquer Mark dans ce conflit. Mais la réalité est que son fils est engagé depuis bien longtemps. S'ils échouent dans leur mission, il est évident que les Viltrumites restants se rendront sur Terre pour l'anéantir. Et tous ceux qui le soutiennent, la seule option viable est de présenter un front uni contre la menace imminente. Malgré cela, Nolan hésite à l'idée de revenir. Il doute de son accueil et de sa force émotionnelle pour le supporter. Cependant, il sait que c'est une étape nécessaire. Le sacrifice ultime pour expier ses erreurs du passé et recommencer à zéro. Quelques minutes plus tard, Taedus lui révèle son plus grand péché, un laboratoire secret où le virus du fléau a été synthétisé, en utilisant son propre sang comme base. En entendant cette confession, Nolan est consumé par la colère et s'en prend violemment à Taedus, le renversant avec une force extrême. Le vieil homme accepte son destin sans résistance, lui disant qu'il peut le tuer s'il le souhaite. Il a fait ce qu'il jugeait nécessaire pour stopper une race agissant comme un fléau, assassinant sans relâche les plus faibles, jusqu'à mettre en danger l'existence même de l'univers. Au début, il n'avait aucune idée de l'ampleur dévastatrice de sa création, car le régent s'est assuré que rien ne sorte de la planète. En constatant le succès mortel du virus, il sentit qu'il avait dépassé les limites. Après quelques secondes à lui serrer le cou, Nolan le relâche, mais Taedus lui assure froidement que la nouvelle version du virus a été perfectionnée. Si ce pathogène venait à être libéré, aucun Viltrumite dans la galaxie ne survivrait, ce qui inclut inévitablement son propre fils, Mark. Cette révélation agit comme un chantage, implicite pour le forcer à rejoindre la cause. Même si l'ancien chef lui promet que le virus ne sera utilisé qu'en dernier recours désespéré. Quelques instants plus tard, il devient parfaitement clair pour Nolan quel chemin il doit suivre. Il quitte le bureau de Taedus avec détermination, et lorsque ce dernier lui demande où il va, Nolan répond sèchement qu'il va recruter son fils. La décision est prise, la survie de sa lignée dépend de ce front uni. Dans une scène post-générique, on voit l'imposant Conquest s'approcher de la salle cérémoniale du grand régent Trag. Humilié par sa défaite, Conquest le supplie de le tuer pour son échec. Cependant, le régent l'informe que son temps n'est pas encore terminé, et qu'il a encore une tâche cruciale à accomplir pour l'Empire. Peu de temps après, la narration nous transporte sur Terre, où Titan rencontre Machine Head pour avoir une brève conversation. Au cours de la rencontre, ce dernier lui révèle que Monsieur Liu est toujours en vie, et représente une menace latente pour eux deux. Pour l'instant, Machine Head est protégé grâce à son affiliation à l'ordre. Cependant, dans le cas de Titan, Liu a la liberté de l'attaquer à tout moment. Machine Head affirme qu'il veut seulement lui donner un petit avertissement pour le bon vieux temps, et profiter de l'occasion pour lui proposer de rejoindre ses rangs. Cependant, Titan refuse catégoriquement, car il préfère affronter Liu par lui-même, plutôt que de rejoindre ce qu'il considère comme une bande de clowns. Simultanément, Cécile supervise les enregistrements du combat acharné entre Mark et Russ, en se concentrant sur l'instant où le jeune homme a porté un coup de poing qui a détruit le visage de son adversaire. Cécile est profondément préoccupé par le fait que Mark ait de plus en plus recours à des solutions fatales lors de ces affrontements. Il redoute que le jeune homme ne devienne comme son père et qu'un autre Omniman incontrôlable surgisse à l'avenir. Cette inquiétude est en partie partagée par les héros de son équipe. Alors que certains estiment que Mark a dépassé les bornes avec une violence inutile, d'autres sont convaincus que, sans cette détermination extrême, le dôme aurait échoué et les Sekids auraient triomphé. Quelques minutes plus tard, sous la douche, Rudy vomit soudainement une masse cérébrale dotée de tentacules. Le jeune homme tente désespérément d'appeler à l'aide, mais aucun son ne sort de sa gorge, et la créature se jette rapidement sur lui. Heureusement, Amanda apparaît au bon moment, et attrape le parasite avec son énorme poing pour le détruire immédiatement. Cependant, cet incident violent a complètement changé la perspective de Rudy. Il comprend maintenant qu'une partie de la responsabilité lui incombe pour ne pas avoir agi avec suffisamment de fermeté dans le passé. Il pense qu'il ne supprime pas les menaces, mais se contente de les pardonner et de retarder le mal inévitable. Peut-être que Mark a raison, et que ce qu'il faut, c'est une solution définitive pour tous ceux qui s'opposent à la justice. Chez lui, Mark essaie de gérer le traumatisme d'avoir tué Russ. Peu de temps après, il essaie d'appeler Eve pour obtenir son soutien émotionnel, mais a l'air de plonger dans son entraînement. Depuis que ses pouvoirs ont été altérés, Eve a l'impression de ne plus être utile. C'est pourquoi elle s'est isolée pour renforcer seule ses capacités. Mark ignore qu'elle aussi s'effondre intérieurement, chaque fois qu'elle essaie de manifester ses capacités. Celle-ci échoue lamentablement. Ses projections n'ont même plus la force nécessaire pour égratigner l'écorce d'un arbre. Et toute structure complexe qu'elle construit s'effondre quelques secondes à peine après avoir été créée.
Une fois que le répondeur décroche, Mark laisse simplement un bref message lui demandant de rentrer à la maison dès que possible. Il doit parler à quelqu'un d'urgence. À peine une seconde après avoir raccroché, quelqu'un frappe à sa porte pour l'informer que Cécile demande une audience immédiate avec lui. Non loin de là, dans le parc de la ville, la tranquillité est rompue lorsqu'un des gardes du corps de Titan est décapité par une sorte de lame supersonique en à peine 2 secondes. Le reste de son escorte subit le même sort, tombant mort instantanément face à l'attaque invisible. Simultanément, Titan discute de façon triviale avec son épouse. Pour avoir donné trop de glace à sa fille, il plaisante en disant que la petite ne pourra jamais s'endormir avec autant de sucre dans son organisme. C'est une conversation ordinaire entre des parents heureux, soudain interrompue lorsque Titan, sans le sifflement des lames qui approchent, réagissant par instinct, il adopte sa forme de roche impénétrable et réussit à protéger sa famille de 2 projectiles venus de nulle part. À ce moment-là, Magnatak apparaît, un guerrier qui utilise les pièces de sa propre armure comme des lames volantes, capable de couper tout matériau. Ce mercenaire commence par transmettre les salutations de Monsieur Liu à lui et sa famille, confirmant les pires craintes de Titan. S'il perd ce combat, il perdra tout ce qu'il aime. Une fois que le combat commence, Magnatak lance lame après lame et envoie même un projectile directement vers l'épouse de Titan, qui parvient à l'esquiver à la dernière seconde. À mesure que l'affrontement s'intensifie, Titan réduit la distance avec une détermination implacable. Dans une attaque désespérée, Magnatak déchaîne toutes ses lames en même temps, perçant à plusieurs endroits le corps de pierre de son adversaire. Bien que cela ne l'arrête pas, Titan se jette sur lui et lui assène un coup dévastateur au visage, tandis que le mercenaire tente de reprendre le contrôle de ses armes. Pour créer une diversion, Magnatak dirige l'une de ses lames vers la famille de son rival. Mais juste avant l'impact fatal, Isotope apparaît de nulle part et les téléporte loin de là. Cela permet à Titan de libérer toute sa colère sans aucune restriction. N'ayant plus à se soucier de la sécurité des siens, il frappe Magnatak avec une telle férocité qu'il lui détruit complètement le visage. Le combat se termine avec Titan debout, les poings couverts de sang et son corps hérissé de lames qui n'ont pas réussi à le faire tomber, tandis que son ennemi gît inerte au sol. Simultanément, Cécile interroge Mark sur sa nouvelle position d'exécuter ses adversaires. Mark répond fermement que c'est peut-être la meilleure option. S'il avait tué Armstrong plus tôt, des millions de vies auraient été sauvées. Il est résolu à empêcher qu'une telle tragédie se reproduise. Cécile le supplie que, lorsque viendra le moment de considérer l'exécution de l'un de ses ennemis, il lui laisse au moins donner son avis. Mais Mark lui répond froidement qu'il n'est plus un enfant ayant besoin de supervision. Le jeune homme affirme qu'il prendra ses décisions uniquement selon son propre jugement, et lui rappelle qu'il ne travaille plus pour lui, au cas où il aurait oublié. Dans une salle voisine, un scientifique ayant dépassé ses attributions a placé le cadavre de l'un des Marks alternatifs à l'intérieur d'une armure des Séquides. En apprenant que le véritable Mark se trouve dans le bâtiment, il décide que c'est le moment parfait pour effectuer un test sur le terrain. Quelques minutes plus tard, Sinclair arrive au bureau de Cécile, et Mark remarque aussitôt quelque chose d'étrange chez lui, bien que l'homme affirme être venu seulement s'excuser pour le mal qu'il a causé par le passé. Cependant, Cécile remarque que Mark serre les poings avec une telle force qu'il semble prêt à le tuer. Il ne se retient que parce que le directeur intervient à temps. Fatigué d'entendre des excuses, Mark s'en va, non sans l'avoir d'abord averti de ne pas se mêler de ses affaires, laissant Cécile avec le lourd fardeau de devoir gérer un héros prêt à éliminer qui bon lui semble. En rentrant, il trouve Eve qui pleure dans la cour. Elle lui avoue que ses pouvoirs faiblissent et qu'elle les perd. Mark lui promet qu'ils vont régler ça ensemble, mais lui conseille d'éviter de voler pour l'instant, une défaillance en vol pouvant être fatale. Au centre-ville, Titan ordonne à Isotope de rechercher la localisation de Liu partout. Celui-ci revient vite avec une bonne nouvelle. Le vieil homme se cache dans un hôtel abandonné en périphérie. Il semble toujours gravement blessé, et à cause de cette faiblesse, il enverrait d'autres assassins faire le sale boulot. Titan lui dit de ne pas s'inquiéter, il a déjà appelé Mark. Il est convaincu qu'une fois que le héros sera arrivé, ils pourront s'occuper du vieux ensemble. Après tout, Liu a aussi essayé d'assassiner Mark dans le passé, donc la vengeance est une raison valable pour leur collaboration. Cependant, comme Mark est plongé dans ses problèmes personnels et soutient Eve, Oliver se porte volontaire pour intervenir dans la situation. Le jeune homme déclare être prêt pour sa première mission officielle. Bien que Titan doute au départ qu'il possède la force nécessaire pour un affrontement d'une telle ampleur. Pour dissiper tout doute, le garçon n'hésite pas à démontrer sa puissance, en soulevant le lourd bureau de Titan avec un seul doigt. Pendant ce temps, à la base des héros, Rudy analyse minutieusement l'organisme d'Eve pour trouver la cause de la défaillance de ses capacités. Selon les résultats, le problème n'est pas physique. Son corps et son activité neurologique fonctionnent normalement.
ce qui suggère que la cause du blocage pourrait être strictement psychologique. Soudain, alors que les analyses sont en cours, une alarme assourdissante retentit dans la base. Quelques secondes plus tard, de nombreux portails interdimensionnels s'ouvrent dans toute la ville. De ces portails émergent des vaisseaux de guerre remplis de soldats flaxants qui tirent à bout portant sur les civils. Ceux qui ne sont pas assez rapides pour s'échapper finissent par être soumis par la force et marqués avec des colliers d'esclavage. Cette fois-ci, les envahisseurs sont revenus équipés d'un champ protecteur avancé qui empêche leur métabolisme de vieillir rapidement dans notre dimension. La mission est critique. L'équipe doit entrer en action pour détruire l'émetteur qui génère cette protection et sauver les prisonniers avant qu'il ne soit trop tard. Mark rejoint aussitôt les gardiens pour les aider, mais alors qu'il va évacuer les otages, un robot colossal l'intercepte avec une violence dévastatrice. À travers la radio, Cécile les avertit que les Flaxants sont revenus avec une technologie bien supérieure, et qu'ils ont très certainement conçu ces machines de guerre spécifiquement pour affronter quelqu'un avec la puissance d'Omniman. Toute l'équipe est déployée pour contenir l'infanterie. Mais la priorité absolue reste de localiser l'émetteur, qui demeure caché pour le moment. Parallèlement, des centaines de soldats franchissent les portails chaque minute, menaçant de dépasser en nombre la population totale de la ville en très peu de temps. Simultanément à ces événements, Titan et Oliver arrivent à la tanière de Monsieur Liu, qui libère immédiatement son dragon mystique pour les attaquer. Le jeune homme reçoit une série de coups trop puissants pour être esquivé ou supporté avec succès. Il finit par saigner abondamment du nez. Il réalise, avec amertume, qu'il a sans doute tenté d'aller au-delà de ses capacités actuelles. Face à la crise, il tente de joindre Eve pour lui demander de l'aide, mais elle lui annonce que Mark est complètement plongé dans une bataille contre une armée au centre-ville, et il ne pourra pas venir à son secours. De retour avec les gardiens, l'équipe n'arrive pas à faire des progrès significatifs contre les troupes envahisseuses. Chaque seconde qui passe, le nombre d'ennemis augmente, et bientôt tout le monde commence à reculer devant la fureur et la force de combat écrasante de l'adversaire. Incapable de localiser l'émetteur sur Terre, Robot en déduit que l'appareil pourrait se trouver dans le portail, et que seul le signal traverse la brèche dimensionnelle. Décidé à prendre le risque, ils traversent le portail avec Amanda. De l'autre côté, ils parviennent à contempler le vaste empire des Flaxants, avec l'émetteur complètement exposé devant eux. Sans perdre de temps, Amanda attaque les soldats pour créer une diversion, permettant à Robot de s'approcher de l'objectif. Une fois à courte distance, il lance une mine explosive qui détruit l'appareil, si bien que les Flaxants dans notre dimension commencent à vieillir de façon accélérée. Malheureusement, l'un des Flaxants se rend compte de la manœuvre et détruit immédiatement le portail, laissant Amanda et Robot piégés de l'autre côté de la brèche dimensionnelle. Avant qu'ils ne puissent réaliser la gravité de ce problème, Mark répond à son téléphone et apprend que son petit frère est au bord de la mort, tandis qu'il essaie de combattre le dragon de Monsieur Liu en bas. Dans la rue, Titan est occupé à affronter le garde du corps du méchant. Il ne peut donc pas venir en aide à Oliver, qui est sur le point d'être vaporisé par le souffle mortel de la créature. Heureusement, Mark atterrit au bon moment et assène au dragon un coup de poing colossal qui le projette à une distance considérable. À présent, le duo de frères combat côte à côte contre la bête, réussissant à porter des coups puissants et à reprendre enfin l'avantage dans le combat. En comprenant qu'il ne peut pas gagner seul, Liu ordonne à son escorte de retirer son corps des lieux pour assurer sa survie. Une fois que le vieil homme parvient à s'échapper à nouveau, Titan crie à Mark de ne pas le laisser fuir et de commencer la poursuite immédiatement. Cependant, en se rendant compte que c'est Titan qui a mis la vie de son frère en danger, Mark explose de colère, se jette sur lui et l'attaque de toutes ses forces. C'est seulement grâce à l'intervention d'Oliver que Mark ne commet pas un meurtre. Le garçon lui explique clairement que c'était sa propre décision d'accepter le travail et qu'il ne doit pas punir Titan pour ses actes. Ce soir-là, Mark avoue à Eve qu'il a failli perdre le contrôle à nouveau et tuer Titan. Elle lui répond qu'elle n'a pas eu une bonne journée non plus. Rudy n'a aucune idée de ce qui lui arrive, et la possibilité de récupérer ses pouvoirs diminue à chaque seconde qui passe. L'épisode se termine avec Titan qui accepte finalement l'offre de Machine Head et rejoint l'organisation. Mais quelques instants plus tard, quelqu'un d'autre rejoint le groupe, un allié auquel il ne s'attendait pas du tout. Dans la scène post-générique, Mark se réveille au milieu de la nuit et remarque l'absence d'Eve. En allant à la salle de bain, il voit la lumière allumée, mais elle referme vite la porte avant qu'il n'entre. Dans ses mains, Eve tient un test de grossesse qui affiche un résultat clairement positif, révélant une nouvelle réalité complexe pour eux deux alors qu'ils essaient de gérer leur crise personnelle. Avec cette révélation, l'épisode se termine, laissant l'avenir du couple dans une incertitude totale.